Le secteur bancaire, il est vieillissant auprès des jeunes. On Ouais. communique peu, on communique très corporate. Que tu sois l'artisan du coin avec un salarié ou une grande entreprise, tout le monde a une marque employeur. Que tu sois penché dessus ou pas, c'est tout simplement la perception qu'on a de toi en tant qu'employeur. Ne pas avoir peur de communiquer sur ce qui ne va pas, en tout cas d'être transparent et de se dire ok, on ne veut pas attirer tout le monde. Comme pour tous les métiers, évidemment, l'IA, que ce soit côté d'ailleurs IA générative comme automation, c'est en train de transformer totalement la fonction. Et les entreprises qui l'ont compris arrivent à déléguer ou automatiser certaines tâches qui étaient très chronophages, parce que la transparence, elle est indispensable, elle est recherchée par les candidats. Et il faut bien partir d'un principe, c'est que de toute façon, si tu le dis pas, ils le sauront. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle masterclass avec mon invité Charlène Emery qui a créé une académie qui permet de recruter des candidats sans les chasser. Et dans cet épisode, nous allons aborder l'inbound dans les ressources humaines. Pour cette masterclass, où naturellement, on va parler de l'expérience de Charlène, qui a été rapidement directrice du développement des ressources humaines dans une entreprise qui s'appelle la Banque Populaire. Et donc, on va aborder tous ces éléments. On va parler des stratégies pour bien recruter, des conseils à donner pour des candidats. Et vous allez voir que les bons candidats ne sont pas là où on croit qu'ils sont. Et donc, on vous donne la marche à suivre aujourd'hui pour qu'à la fin de cet épisode, eh bien, vous puissiez réussir à recruter sans chasser. C'est parti. Salut Charlène. Salut. Tu vas bien? Super, ravie d'être avec toi. Très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode et cette nouvelle masterclass où il y a une promesse ici, c'est recruter sans chasser. Alors, on va aborder un sujet qui est important, qui est l'inbound dans les ressources humaines. C'est un terme qu'on connaît beaucoup en marketing, mais assez peu dans les RH. Déjà, Charlène, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a ramené dans les ressources humaines ? Ouais, carrément. Eh bien, en fait, c'est une histoire plutôt perso où j'ai découvert les RH alors que je venais d'un milieu où personne ne faisait ça et même les entreprises dans lesquelles ma famille travaillait, il n'y avait pas forcément de chef du personnel ou de service ressources humaines. Et puis, voilà, ma maman a subi un licenciement économique, une entreprise qui ferme. Et là, j'avais 14 ans. J'étais un petit peu plus à l'aise avec le digital qu'elle, donc je l'ai aidée à faire son CV, chercher un emploi, etc. Et tu vois, c'est comme ça où je me suis dit, en fait, c'est sympa. Il y a un métier qui existe, qui permet d'aider les collaborateurs, d'ailleurs en cas de départ, mais aussi et surtout à se positionner dans la bonne entreprise. Donc, je m'y suis intéressée et puis, tu vois, de fil en aiguille. Alors, j'ai fait toutes mes études, comme je te disais, j'ai côtoyé beaucoup de futurs experts comptables parce que j'ai fait toutes mes études en économie-gestion, mais toujours avec une spécialisation RH. Et puis, j'ai profité justement de mes 5 années d'études chaque année pour faire un stage, tester. Et c'est comme ça que j'ai découvert le recrutement. J'ai un peu tout testé dans les RH et voilà, gros coup de cœur pour le recrutement dès le début de ma carrière. Il y a un... Alors, tu dis que ta maman, elle a eu un licenciement économique et du coup, elle a dû retrouver du boulot. Toi, à 14 ans, comment tu lis ça? Comment tu le vois? Parce que tu es une jeune adolescente, en fait. Ouais. Et est-ce qu'en termes de sécurité, je sais pas comment tu l'as vécu et comment tu l'as perçu, toi? Et même elle. Je pense qu'en fait, tu vois, mon histoire après, le fait que donc, je suis à un super poste dans une grande entreprise, j'ai un CDI, une voie toute tracée, et finalement, je prends le risque, entre guillemets, d'entreprendre, il est beaucoup basé sur cette histoire. Parce que... Je pense que les générations précédentes et aussi il y a eu une époque où le marché du travail était beaucoup plus sécure en CDI. Et comme beaucoup de personnes de ma génération, moi j'ai grandi, évolué dans un marché où finalement on se rendait compte que non, il y avait des plans sociaux, il y avait la possibilité du licenciement, même une entreprise d'envergure posée pouvait licencier. Et du coup, tu vois, je pense que ça a modelé ma vision du CDI. Et que je ne l'ai jamais vraiment perçu comme une sécurité ou comme quelque chose d'éternel. Ma maman, elle était dans cette entreprise depuis 35 ans, tu vois. Elle y avait fait toute sa carrière. Et finalement, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et comme je te dis, c'était une toute petite boîte, donc sans repositionnement, etc., sans ce que peuvent connaître parfois les collaborateurs de grandes entreprises. Donc, ça m'a forcément influencé dans la suite de ma carrière. Dans ta vie, toi, quand tu vas commencer à rentrer sur le marché du travail, donc tu bosses à la fois chez Orange et aussi à la Banque Populaire, tu vois, tu fais à peu près 7 à 8 ans d'expérience là-dedans. Qu'est-ce que tu découvres dans ce genre de grosse organisation? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas aider des gens à pouvoir recruter sans chasser, parce que c'est ça la promesse. J'imagine que c'est des
grosses et peut-être des plus petites structures, on pourra en discuter. Mais du coup, comment ça marche, les RH dans ce genre de grosses boîtes? Et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui pourrait, en fait, où il y a trop d'inertie, c'est chiant et ça va pas, tu vois? Ouais. Bah, la grosse différence entre de la RH et du recrutement en petite et grande entreprise, c'est la segmentation, tout simplement. Tu vois, chez Orange, donc j'ai fait mon alternance et une année très formatrice. Je recrute plus de 100 personnes en un an, mais je suis sur une partie du processus de recrutement. Tu fais pas de bout en bout, tu vas pas faire la présélection, les entretiens, l'onboarding, etc. Tu fais une toute petite partie, puis il y a plusieurs services qui vont prendre la suite derrière. J'avais fait d'autres expériences dans des plus petites entreprises et je me dis, OK, je pense qu'il me faut un juste milieu. En grand groupe, ce qui est cool, c'est qu'on a des moyens, on a plus d'outils, on peut plus innover et ça, dès le début, ça me drivait vraiment. Et en petite structure, quand même, ce qui était cool, c'était la diversification. J'avais pas juste envie dans ma journée de faire que des entretiens ou que de la présélection de CV. Donc, je voulais un juste milieu et tu vois, je passe de mon alternance, donc Orange, 100 000 collaborateurs, à une banque régionale qui appartient à un grand groupe, mais qui reste quand même une entreprise à plus petite taille. Ouais. On était 3000, même quand je suis arrivée, on était plutôt 1500 et ensuite on fait une fusion à 3 qui a été hyper formatrice pour moi. On se retrouve à 3600. Donc moi, quand je deviens directrice du développement RH dans cette banque, on est effectivement 3500, taille suffisamment importante, comme je te dis, pour avoir les moyens d'innover et c'est là où je vais pouvoir commencer à tester toutes mes méthodes d'inbound recrutement et en même temps, taille humaine qui te permet quand même de gérer un collaborateur de bout en bout et de pas avoir l'impression d'être une personne parmi toute une chaîne. Comment, Charlène, du coup, tu fais cette évolution? Tu vois, tu rentres à un certain niveau, après tu arrives directrice du département des RH. Ouais. Comment ça se fait que tu as évolué si vite? Ah, bonne question. Je pense qu'il y a 2 facteurs. Le premier, je suis tombée sur les bons managers. Tu sais, les managers qui te mettent dans la lumière. Je sais que tu en as parlé plusieurs fois dans tes podcasts. Ouais. À contrario des managers qui essayent de s'attirer toutes les louanges. Donc, j'ai eu à chaque fois des managers qui peut-être ont détecté mon potentiel et ont tout fait pour que ça fonctionne. Si bien que, en fait, donc je rentre effectivement chargée de recrutement. Et mon manager à cette époque deviendra mon N-1 quand je suis directrice du Dev RH. Tu vois, j'ai fini par manager mes collègues et ensuite par manager mon ancien manager. Et ça s'est toujours fait dans la sérénité. Attends, mais comment c'est possible, en fait, tu vois? Comment c'est possible? J'imagine bien, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce terreau fertile qui a permis l'acceptation de ça, tu vois? Pour virer aussi un peu l'ego. Ouais. Je pense forcément quand tu es dans une direction RH, en tout cas, c'est ce qu'il faut espérer, il y a un petit peu plus cette conscience, tu vois, de la place du manager qui est aussi là. Une de ses missions, c'est clairement de faire évoluer, détecter et faire évoluer les potentiels. Donc, certainement les bonnes personnes, ça c'est certain. Même, tu vois, 2 ans et demi après mon départ, on est toujours très en lien avec mes anciennes équipes. Donc, voilà. Et puis, franchement, une direction aussi, notamment un DG incroyable, qui très vite comprend, tu vois, mon envie d'innover, me donne les moyens, et notamment sur toute la partie inbound. Moi, je pars d'un moment où, franchement, le secteur bancaire... il est vieillissant auprès des jeunes, on communique peu, on communique très corporate, et j'ai la chance que mon DG, il a un blog. Lui, il fait des articles sur la finance, les marchés et tout ça, et donc il comprend, tu vois, ma démarche de création de contenu, de personal branding, d'essayer de motiver les troupes à communiquer, à permettre de voir la banque différemment. Donc vraiment aussi le support, tu vois, d'un DG qui comprend ma démarche et qui petit à petit me donne les moyens. Et donc effectivement, au bout d'1 an et demi, déjà, je deviens responsable des équipes recrutement marque employeur. Et 1 an et demi après, ça, je m'y attends pas forcément, mais on me confie carrément la direction du département. Et forcément, ça a été déterminant, tu vois. Ça m'a donné la confiance aussi de me dire, OK, peut-être que pour moi, la prochaine étape, c'est d'entreprendre. Et je pense que sans cette confiance et ce parcours accéléré, franchement, j'aurais entrepris beaucoup plus tard dans ma carrière. Attends, là j'ai trop de questions qui arrivent. Du coup, Charlène, à ce moment-là, est-ce que l'activité de la boîte, c'est pour les entreprises? Est-ce que c'est la banque pour les particuliers? Toi, c'est quoi ton périmètre sur lequel toi tu interviens? Tu vois? On a les deux. Donc, les banques populaires, elles sont connues pour être la banque des professionnels. Ça a été créé par des pros, pour des pros. Néanmoins, ils se sont diversifiés. Donc, on a des parts, on a des pros. Et moi, mon segment, c'est tous les collaborateurs. Donc, aussi bien les fonctions commerciales, que ce soit B2B ou B2C. Mais aussi, on avait la chance d'être dans une banque régionale avec beaucoup d'expertise. Donc, on a une petite salle des marchés, etc. Donc, on a aussi des métiers, tu vois, hyper techniques. Donc, c'est tout pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. Et quand tu vois... alors, est-ce que, à ce moment-là, d'un point de vue RH, est-ce que vous voyez un peu l'avènement des nouveaux comptes pro qui arrivent, je sais pas moi, comme Conto, etc. Parce que eux aussi, ils bouleversent un peu le marché de la banque et la perception de valeur qu'on peut en avoir. Où on avait la sensation
que les banques, c'était quelque chose de vieillissant, dans lequel on maîtrise le truc, c'est notre métier, il n'y a que nous qui pouvons le faire et peut-être pas forcément les autres. Comment vous le regardez, cet acteur et ces acteurs? Et comment aussi, d'un point de vue RH et marque employeur, vous essayez d'innover pour attirer aussi les bons talents chez vous? Ouais, complètement. Donc moi, je l'ai rejoint en 2016. Donc tu vois, c'est le début justement du bouleversement dans le milieu bancaire. Donc clairement, c'est perçu, ça fait partie des axes stratégiques et franchement, l'entreprise, en tout cas la direction, communique là-dessus. On a la chance d'être une banque régionale. Donc tu vois, par rapport déjà aux banques nationales, on peut encore jouer sur quelque chose qui est la proximité. On a des agences et un maillage géographique qui est proche et la volonté justement, pas forcément, tu vas accentuer sur ce qui te différencie d'une banque en ligne, qui est effectivement cette proximité géographique et aussi une expertise, et tu vas jouer sur ton ancienneté, ton historique. Donc évidemment, notamment moi dans les 6 années que j'ai fait là-bas, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la marque employeur. On a créé une plateforme de marque, toute une politique, une stratégie d'employé advocacy, etc. Et effectivement, parmi les axes principaux, il y a ça. Tu vois, c'est vraiment, on est ici, on est sur le territoire, on connaît vos enjeux. Il y a des personnes qui viennent de la même région, qui, quand ils vont étudier votre demande de prêt, etc., savent exactement quel est le tissu économique. Et voilà, on joue là-dessus, clairement, parce qu'on a bien conscience qu'il y a un concurrent et des concurrents de taille qui arrive et qui s'impose. Ok, très, très clair. J'aborde la partie du management et puis j'aimerais qu'on aborde aussi juste après la partie de la marque employeur. Alors, manager, concrètement, comment ton manager il a décelé que toi, tu avais du potentiel? C'est quoi les signaux ou les éléments que toi, tu lui as envoyés qui lui a permis aussi de pouvoir te donner confiance? Parce que j'imagine que quand on rencontre aussi, enfin j'imagine, c'est pas, ça m'est arrivé aussi, il y a certaines personnes que tu rencontres dans ta vie qui sont un peu des déclics pour toi. Alors, raconte-moi un peu, toi, ton histoire de ce point de vue-là. Ouais, complètement. Alors, ce qu'il a décelé, tu vois, il faudrait lui poser la question. Néanmoins, je sais, il m'en a souvent parlé. Dès le début, quand je suis arrivée, moi, dans l'équipe, c'était donc une période de fusion. Je le disais tout à l'heure, on réunissait 3 entreprises. On était en grosse période de réorganisation. Et moi, mon rôle, justement, il était temporaire. Déjà, je suis arrivée en CDD les premiers mois. Et c'était vraiment de mener cette fusion à 3, de recruter les ressources qui allaient nous manquer et de repositionner tous les collaborateurs qui étaient touchés. Donc, en plus, j'avais accepté cette mission, bien que CDD. J'avais des très beaux CDI qui s'ouvraient à moi, mais il y avait un écho avec l'histoire de ma maman, tu vois, 10 ans plus tôt, et je me dis ok, j'ai vraiment envie de faire partie du coup de cette réorganisation. Et il me l'a dit, pas évidemment quand il m'a recruté, mais quelques mois après. Il m'avait confié la mission la plus difficile parce que dans l'équipe, justement, soit il y avait de la tâche. Déjà, les collaborateurs, ça concernait leurs collègues, tu vois, cette réorganisation. Et même les recrutements, c'était forcément sur les... Généralement, quand tu fais un plan social, tu perds tes plus grandes expertises qui valent le plus sur le marché. Et donc, c'était surtout ces postes qu'il fallait recruter. Donc, c'était hyper stratégique. Et en fait, il m'avait confié, alors que je sortais de master, les missions les plus difficiles. Et quand il a vu que, effectivement, dès le jour 2, je me rappelle, il me ressortait souvent cette anecdote, dès le deuxième jour, je lui avais dit ok, j'ai déjà trouvé ça, etc. Il s'est dit ok, bon là, on n'est pas juste face à une jeune diplômée, tu vois, il y a peut-être plus à aller creuser. Et finalement, moi, de toute façon, j'aime bien être challengée et je ne l'ai pas forcément vécu comme ça sur le moment, mais avec le recul, je me suis aperçue que pendant 1 an et demi, il m'a vraiment testé, tu vois. À chaque fois, il allait un peu plus loin dans ce qu'il me donnait par rapport à mes collègues, et je pense que c'est ça au bout d'un moment où ils se sont dit en fait, il y a peut-être nécessité d'aller plus loin. Et surtout, moi, j'avais quand même provoqué, c'est aussi le message que j'ai envie de passer, c'est pas juste je suis tombée sur la bonne personne, j'avais provoqué ma chance dans le sens où, en plus de mes missions qui m'étaient confiées, j'ai toujours essayé d'innover sur la dimension marque employeur qui était vraiment à néant dans l'entreprise jusque-là, et je faisais plus que mes missions parce que ça me drivait, parce que j'adorais innover, et donc je leur faisais beaucoup de propositions, tellement qu'ils se sont dit au bout d'un moment, ok, il faudrait peut-être en fait qu'on crée un poste spécifique, qu'on adresse vraiment cette problématique, et on sait à qui on a envie de le confier. Du coup, j'ai la sensation que toi, t'aimes bien résoudre des problèmes, tu vois, et donc c'est pas genre, t'es pas là en mode, tu restes dans ton coin et t'attends que ça descende. T'es vachement proactive aussi, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui l'a pu moi, c'est exactement l'image que tu me renvoies à l'instant. Je pense que aussi pour des jeunes qui veulent évoluer, avancer, progresser, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs et tu vois, genre mettre les mains dans le cambouis et y aller, tu vois. Donc, je pense que aussi, voilà, t'as cette dimension en termes de soft skills qui t'as envie de résoudre des problèmes aussi, tu vois.
un point commun de beaucoup d'entrepreneurs, je crois. J'imagine. De toute façon, entrepreneur, c'est une résolution de problème tous les jours, quoi. Exactement. Donc, si t'aimes pas ça, c'est pas la peine. Ok, hyper clair. Marque employeur, parlons un peu de ce sujet. Quand on a lancé Counter, la solution de recrutement et de formation, on a fait pas mal d'études quantitatives et qualitatives. Et puis, on a envoyé un énorme questionnaire à des professionnels du chiffre, quel que soit leur niveau, que ce soit des juniors ou des seniors. Et puis, ils mentionnaient quelque chose qui disait « La marque employeur, c'est du fake, on raconte n'importe quoi. Et en fait, quand tu arrives dans l'entreprise, c'est pas possible. » Est-ce que déjà, c'est quoi la marque employeur tu vois, et est-ce que déjà on peut vulgariser un peu ce sujet pour qu'on puisse en comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants? Et aussi, ma deuxième question, Charlène, c'est quoi les bonnes bases ou les bonnes fondations d'une bonne marque employeur? Ouais. Ok. Bon, écoute, on va faire simple parce que pour moi, la marque employeur, effectivement, c'est un terme vraiment galvaudé. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent on va travailler notre marque employeur. Mais en fait, que tu sois l'artisan du coin avec un salarié ou une grande entreprise, tout le monde a une marque employeur. Que tu sois penché dessus ou pas, c'est tout simplement la perception qu'on a de toi en tant qu'employeur. Et quand je dis la perception, ça peut être tes collaborateurs, des futurs candidats, mais aussi tes clients, tes fournisseurs. Donc, effectivement, c'est très simple. C'est ta réputation, entre guillemets, en tant qu'employeur. Après, effectivement, quand ce terme est apparu, et pas que en France d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont essayé de mettre un peu des paillettes dans les yeux. Et justement, du coup, les bons fondements d'une marque employeur, et moi c'est comme ça que je la définis, c'est tout simplement ce que l'on voit de toi à l'extérieur, mais qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs pour cela que je crois autant à la stratégie d'Inbound, c'est parce que tu vas par authenticité, faire rayonner quelque chose de toi qui vient de tes équipes et qui est tout simplement la réalité. Parce qu'effectivement, rien ne sert d'avoir une jolie marque employeur à l'extérieur, d'attirer donc des candidats, mais qu'en fait, il y a une désillusion dès l'intégration. C'est pas ce que tu souhaites. Ouais, carrément. Ok, ça marche. On va creuser après tous ces éléments dans la suite du podcast. Du coup, comment ça se fait que tu décides d'entreprendre et de partir de tes propres ailes en 2022? Et écoute, c'est plein de facteurs qui se sont combinés. Donc déjà, effectivement, j'ai eu 2 évolutions dans cette entreprise et ils décident de m'inscrire à un programme potentiel pour devenir future dirigeante dans le groupe. Et effectivement, moi, je suis RH, donc je sais très bien que c'est 1 an et demi, 2 ans d'investissement perso, mais aussi d'investissement pour l'entreprise. D'habitude, c'est moi qui inscris nos collaborateurs à ces parcours, donc je sais très bien combien ça va coûter à l'entreprise. Et tu vois, ça me met un peu la puce à l'oreille de me dire, OK, avant d'accepter, est-ce que vraiment je me projette à terme sur ces fonctions-là? J'avais un petit peu la flamme entrepreneuriale, mais comme je te dis, je pense qu'à la sortie d'études, j'avais pas la confiance nécessaire. Je me disais, OK, ça sera peut-être plus tard, en fin de carrière. Enfin, vraiment, j'étais pas suffisamment armée pour ça. Et en fait, c'est vraiment le marché qui m'a fait dire c'est le bon moment. Tout simplement parce que donc ça faisait 6 ans que je commençais à appliquer des méthodes de marketing au RH. C'était assez innovant en France et donc j'étais tout le temps sollicitée là-dessus, que ce soit par d'autres entreprises qui voulaient me recruter là-dessus ou aussi pour des interventions dans des écoles, dans des séminaires, etc. Donc je me disais, OK, il y a quand même un appel du marché qui me fait dire que ce qui a très bien fonctionné pour nous, il y a de grandes chances que ça fonctionne à l'extérieur. Donc le time to market était bon. Et d'un point de vue perso, j'allais avoir 30 ans, j'avais pas d'enfant. Tu vois, je me disais, OK, tout est aligné parce que là, si je dis oui pour ce parcours, je suis partie pour au moins 6 ans si j'ai envie d'être loyale, tu vois. Alors que là, c'est le bon moment et on sait le marché du recrutement, comme tous les autres marchés, ils sont cycliques. Peut-être que demain, ça sera pas le bon moment. Il y avait pas de concurrence et bon timing perso. Donc, c'est un peu tout ça qui ont fait, qui m'ont décidé à me jeter à l'eau. Et c'est quoi ta vision à partir du moment où tu dis salut, déjà comment tu te quittes et c'est quoi l'histoire? Tu leur racontes ton projet, tu sais, ils doivent se dire non, attends, nous on avait projeté quelque chose de cool pour toi, ça va pas, tu vois? Franchement, comme je te disais, on a de très bonnes relations et ils font partie, le groupe PPCE fait partie de mes clients au sein de Talent Catcher, mais quand même des illusions de leur côté, je vais pas te le cacher. Donc déjà, moi, c'est une décision que j'ai mûrie pendant plusieurs mois, assez longtemps. J'avais comme beaucoup, tu vois, des freins, donc il a fallu que j'essaie de canaliser. Et effectivement, quand je leur explique, ils tombent un peu de haut, ils se disent « Oula, mais en fait, c'est tellement en dehors du parcours classique que tu observes en banque, effectivement. » Ah oui, là, ça pique les yeux. Là, exactement.
Et encore une fois, j'ai de la chance que le DG de la banque, c'est un entrepreneur, tu vois. Et il se dit, mais Charlène, en fait, moi, si j'étais dans votre position, avec ce que vous m'expliquez, évidemment que j'irais, quoi. Et donc ça a aidé, tu vois, ma direction intermédiaire à se dire, bon, il n'y a pas de trahison. Donc j'ai démissionné. Déjà, j'ai même pas tenté de rupture conventionnelle. Je me suis dit, bon, tu prends le risque et t'es courageux jusqu'au bout. Et juste le deal que je passe avec eux, c'est de dire, OK, pour mes équipes comme pour la boîte, je veux que ce soit la bonne personne, donc je partirai le jour où j'aurai recruté. Donc ça prend 5 mois à peu près, tu vois, entre le moment où je pose ma dème et le moment où je quitte l'entreprise. Et dans un coin de ma tête, je me dis aussi, ce délai-là va me permettre de préparer la suite. Mais dans les faits, j'ai tellement investi et tellement aussi j'ai envie de boucler plein de choses avant de partir que j'y passe peu de temps sur Talent Catcher. Il y a juste effectivement la dimension branding, le nom, et commencer un petit peu à en parler autour de moi, que j'arrive à faire, mais c'est à peu près tout. J'ai pas, le jour où vraiment je pars de la banque, j'ai pas encore tout à fait le produit final qui est aujourd'hui. J'ai des idées, j'ai commencé à benchmarker, mais voilà, c'est finalement pas encore aussi bien écrit qu'à l'instant T. Du coup, à date, tu as, tu as formé avec Talent Catcher 1800 personnes. Ouais. C'est quoi le produit aujourd'hui et qu'est-ce que tu permets aux gens de faire et qu'est-ce que tu permets aux entreprises d'atteindre comme objectif? Ouais. Comme tu l'as très bien vulgarisé, c'est recruter sans chasser. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, on sait, les collaborateurs, les talents sont très sollicités. Ils répondent pas forcément à nos approches. Il y a énormément d'offres sur le marché et on n'a pas forcément de bons retours à candidature. Donc, le défi, il est d'aller séduire des personnes pour qu'elles viennent jusqu'à nous. Et c'est ce que permet en marketing l'inbound. C'est vraiment déposer des petites graines sur le chemin de des consommateurs pour leur donner envie de consommer ta marque. Et moi, j'essaye tout simplement de transmettre ça côté recrutement. Comment on y arrive? C'est très simple. On a 2 produits qui ont la même vocation, donc attirer sans chasser, grâce soit à la plume de tes recruteurs. Donc, on forme les recruteurs à la création de contenu, au personal branding, à l'inbound recrutement. Et on aide les entreprises à créer et animer des communautés d'ambassadeurs, où là, tout simplement, c'est la voix de tes collaborateurs, donc les contenus de tes collaborateurs qui vont permettre de séduire leurs pairs, en tout cas de parler avec leurs pairs. Et donc, les 2 pans te permettent justement d'avoir du contenu qui vient, donc du contenu très personnalisé en fonction tes cibles candidats, qui vont mettre une petite graine dans l'esprit des lecteurs de « Ah tiens, en fait, peut-être que Counter, ça pourrait être une entreprise intéressante pour moi. Pourtant, ils m'ont jamais sollicité. Pourtant, je n'ai peut-être même pas vu d'offre. Mais petit à petit, je sais que pour tel élément, pour tel autre, eh bien, c'est la boîte qu'il me faut. » Ok, hyper clair. Alors, du coup, passons côté entreprise. Alors, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place comme action concrètement pour qu'elle puisse, du coup, atteindre son objectif, tu vois? Imaginons, elle part un peu de zéro, tu vois, et dire, on fait des trucs bien chez nous, mais personne ne le sait. En gros, on communique pas assez. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil à eux? Ouais, complètement. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré une démarche d'inbound sans le savoir. Et je te disais, j'écoutais en venant un de tes derniers podcasts avec Samuel et Benjamin, c'est tout à fait le cas. Ils parlent de cooptation, ils disent que en plus de mettre des offres, eh bien, ils ont des candidats qui viennent naturellement à eux grâce à leur contenu. C'est tout à fait ça. Donc, première démarche aussi parfois pour tester un petit peu le terreau. Est-ce qu'on est prêt ou pas sur de l'inbound? C'est tout simplement par la cooptation. Déjà, si tes collaborateurs sont fiers de recommander l'entreprise et qu'ils te permettent d'attirer des candidats qui fitent bien avec vos recherches, c'est un bon indicateur de dire, OK, on est peut-être prêt pour aller un petit peu plus loin. Deuxième élément, effectivement. Ah oui, donc ça, alors, oui. Je reprends la cooptation. L'intérêt de ça, c'est que aussi si le collaborateur, il prend le risque, avec son image aussi, de communiquer et de dire, tiens, tu peux venir dans cette entreprise, c'est que a priori, il en est fier aussi de la boîte. Et donc, je pense que c'est vrai, c'est un bon signal aussi pour la boîte en question. Ok. Complètement. Si tu es dans une plus grosse entreprise, il y a des baromètres sociaux. Tous les ans, tu as des petites études qui te montrent la fierté d'appartenance de tes collaborateurs. Donc, pour eux, c'est clair de l'identifier. Mais des fois, dans une plus petite structure, c'est difficile. Et déjà, effectivement, si tu as des recommandations de tes collaborateurs, que ce soit d'ailleurs rémunéré ou pas, bon, tu te dis, OK, c'est peut-être un bon terrain. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie employé de VOCAC, donc donner la parole
à nos collaborateurs, la cooptation peut être une première étape. Et puis après, effectivement, si tu veux aller plus loin dans le fait de donner la parole à tes collaborateurs, eh bien, le mieux, c'est que ça vienne du volontariat, donc de communiquer tout simplement sur le fait que tu as envie de créer un petit peu plus de contenu autour de l'entreprise, que tu as envie de partager les coulisses et que les mieux placés pour le faire, ce sont justement les collaborateurs. Donc aussi voir s'il y a des volontaires, des personnes qui ont envie. Et après, on pourrait y revenir globalement. Ça ne s'arrête pas là. Il faut quand même leur donner des clés, les former, etc. pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. Et puis, le deuxième pan, notre principal, c'est effectivement les équipes recrutement ou les équipes RH globalement qui aujourd'hui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour publier des offres d'emploi. Sauf que personne ne va s'abonner au profil LinkedIn d'un recruteur s'il ne publie que des offres. Il sait très bien où les chercher, encore une fois. Donc, aussi, former les recruteurs à cette dimension de création de contenu. Qui sont mes personas, les candidats idéaux qu'on a envie d'attirer? Qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer? Quel format? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, par exemple, sur LinkedIn, si on prend ce réseau social, ce canal? Et comment, moi, je vais pouvoir, justement, les atteindre et leur donner envie de, d'abord, découvrir mon profil, m'y abonner, et puis demain, peut-être, de nous rejoindre. Ok, donc là, ça veut dire que tu vas donner la parole à des responsables RH ou à des RH, ou en tout cas à la personne qui va essayer de capter l'attention de candidats, ou alors pas forcément de candidats, mais peut-être que des gens, ils n'ont même pas envie de changer de job. Mais ils disent, tiens, en fait, lui ou elle, ce qu'il raconte, ça m'intéresse, ça éveille ma curiosité. C'est un peu ça l'objectif. Tout à fait. Généralement, l'inbound, justement, va toucher les candidats passifs parce que les actifs, soit ils ont déjà candidaté, soit ils sont réactifs quand tu les contactes. Donc, les candidats actifs sur le marché de l'emploi qui pensent à changer d'emploi, normalement, tu as de quoi les capter. Sauf que la majorité des potentiels, ils sont passifs. Pour le moment, ils sont très bien là où ils sont. Ils ne pensent pas du tout à changer de boîte. C'est justement cette cible-là qu'il va falloir aller séduire. Et comme tu le dis très bien, on ne va pas forcément les séduire avec une offre. D'abord, il va falloir peut-être leur parler de la culture de la boîte, d'un outil spécifique que vous utilisés dans la boîte, je sais pas, de conditions de travail qui sont peut-être plus flexibles ou qui vont leur parler. Et donc finalement, c'est ça, comme je disais, schématiquement, c'est mettre des petites graines où au début, ils connaissent peut-être pas Counter. Puis une fois, ils vont lire effectivement un article là-dessus, puis un post là-dessus, ils vont voir un webinaire, et petit à petit, ils vont se dire « Ah, ok, en fait, c'est une boîte sympa ». Et puis peut-être que parmi toutes les lectures, à un moment donné, il y a le fait qu'ils recherchent tel post qui sera glissé, ou même de même, ils vont se dire « En fait, ça me coûte rien, peut-être juste de contacter le recruteur ou un de mes pairs ». C'est là où l'employé advocacy est sympa aussi, c'est de te dire en fait, peut-être que plus que de contacter un recruteur, je vais parler à un de mes homologues et lui demander comment ça se passe. Et puis, tout ça va venir s'additionner jusqu'au jour où il se dit « Ah ouais, en fait, j'ai envie de vous rejoindre ». Ok, hyper clair. Donc là, le but, c'est de permettre d'aller adresser son persona. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'entreprise ou le cabinet comptable, parce que nous, on est beaucoup aussi dans cette filière comptabilité-gestion, puisse identifier l'avatar, donc en fait le candidat qu'il souhaite séduire, et donc le nourrir par rapport à ce que lui souhaite consommer. Exactement. Mais du coup, ça, c'est une approche marketing. Comment on fait justement pour réfléchir à ça? Tu sais, dans les RH, tu dis pas, là, c'est du market, là, concrètement, tu vois. Il faut que je leur vende, en fait, une boîte et un job. Ouais. Et du coup, ils vendent un produit, un service, un pull, un t-shirt ou je sais pas quoi. Ok, d'accord. C'est quoi les petites skills quand même à déployer ou à connaître justement pour faire ce premier travail-là? Parce que je pense pas que ce soit intuitif pour tout le monde. Tu vois. Non, complètement. Tu vois, c'est d'ailleurs la première étape de notre formation. Nous, auprès des recruteurs, on commence par définir avec eux leur persona candidat parce qu'effectivement, ensuite, toute la stratégie, la typologie de contenu, même les canaux que l'on va exploiter, même si LinkedIn, c'est 80% de la population active. Donc globalement, et surtout pour tes auditeurs, j'ai pas de doute, votre cible est sur LinkedIn. Mais parfois, effectivement, on peut aussi aller activer d'autres canaux. Donc ça, c'est vraiment la première étape, définir les personas. Sinon, on va commencer à faire des initiatives qui souvent vont s'avérer peu concluantes et du coup vont nous décourager. Alors qu'en fait, non, c'est tout simplement qu'on n'adresse pas forcément je sais pas moi, un expert comptable junior et un auditeur expérimenté de la même façon, avec la même tonalité, etc. Ils vont pas aller chercher la même chose. Donc effectivement, les skills importantes, en tout cas nous, ce que l'on transmet, c'est vraiment cette étude-là de la cible. Effectivement, comme tu dis, c'est très marketing, mais en fait, en recrutement, pas tant que ça, même si à chaque fois qu'on recrute, on essaye de déterminer un profil type, mais même souvent avec un regard RH, on a peur un peu d'être, tu vois, stéréotypé. Dire dans les personas, typiquement celui que tout le monde connaît, c'est celui de la ménagère. Ouais.
Donc la femme de 40, 50 ans qui est responsable des achats de la maison, c'est un peu stéréotypant. Et quand tu fais du recrutement, tu te dis: «Bah non, moi j'ai pas envie, d'aller dans ces clichés». Néanmoins, si tu sais que 90 de tes recrutements d'expertise comptable, ce sont des hommes de 35 ans qui viennent d'avoir leur premier enfant, qui recherchent de l'équilibre vie Ouais, je privée, vie vois. pro, tu vois bien? Tu as peut-être tout intérêt quand même à parler de ces success stories là dans ton entreprise. Tu as peut-être intérêt à ce qu'un collaborateur témoigne sur le fait qu'il passe plus de temps avec ses enfants, depuis qu'il t'a rejoint, et cetera. Parce que ça va aller toucher ce persona. Ça veut pas dire qu'en parallèle, t'as pas un persona de l'experte comptable femme de 50 ans. Ça peut tout à fait être complémentaire. Par contre, tu leur diffuseras peut-être pas les mêmes contenus. Donc, cette étude-là, elle est vraiment indispensable. Et ensuite, la deuxième skills, c'est vraiment de faire aussi du test and learn, d'aller essayer d'aller réajuster, enfin, tu vois, de pas avoir Mmh. de difficultés à continuer d'itérer, tout simplement. Je dirais que c'est les 2 principales skills. Hyper clair. Mais du coup, il faut quand même avoir un petit terreau fertile à Oui. côté, qui aussi permet, de justifier Mmh. ton contenu. Parce que dès que tu vas avoir ce premier contact, est-ce que c'est la vraie vie? Donc, en gros, qu'est-ce que l'entreprise doit pouvoir mettre en place à minima pour que, elle puisse aussi avoir de la matière sur laquelle Mmh. communiquer et de la matière, tu l'as dit au début d'épisode et je l'ai noté, authentique. La Mmh. perception de toi authentique. Ouais. Donc, c'est quoi les premiers éléments sur lesquels aussi un candidat, il se dise, «Bah, voilà, je vais regarder ça déjà pour me formuler un avis». Complètement. Vraiment, c'est comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Si tu as un turnover, très élevé, toujours pour les mêmes raisons et pas, des raisons, on va dire, de je sais pas, de mobilité géographique ou de rémunération, mais que c'est lié au management, Mmh. à un manque de flexibilité et cetera, peut-être qu'il faut commencer à travailler là-dessus. Tu vois, nous, chez Talent Catcher, forcément, vu ce qu'on enseigne, on fait pas de prospection. 100 de nos clients viennent, à nous et il m'arrive régulièrement de refuser, de travailler avec certaines boîtes parce que je leur dis: OK, là, par rapport à ce que vous me communiquez, donc comme je te dis, baromètre social ou les chiffres de la cooptation ou le turnover, vous avez peut-être un objectif premier qui est de réussir à mieux gérer tout ça en interne, à apaiser la situation, à rendre le climat plus sain pour ensuite communiquer dessus. Donc, c'est vraiment Ah, c'est hyper intéressant là ce que tu dis. OK, OK. Ça veut dire que, ah OK, d'accord. C'est-à-dire oui, excuse-moi, je suis en train T'inquiète, de hein. perdre mes mots, mais tu vois, il y a oui, c'est extrêmement important d'avoir ce terreau fertile et donc du coup, toi, en réalité, tu le pratiques même dans le choix de tes clients en disant: «Bah, Ouais, attends, pour l'instant, c'est pas le moment, en fait, de exact. pouvoir, attaquer là-dessus». OK, d'accord, hyper intéressant. Généralement, les entreprises le savent parce que tu as aucun intérêt à aller vendre du rêve en extérieur tant que ça ne va pas en intérieur. Comme on l'a dit, tu as la désillusion des candidats, mais tu as aussi le fait que tes collaborateurs, ils vont se révolter. Enfin, si Mmh, tu commences ouais, à communiquer sur quelque chose qui n'a rien à voir avec leur ouais, quotidien, carrément. donc tu vois, généralement, les entreprises le savent. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas de prospection, c'est parce que les boîtes qui veulent travailler avec nous, il faut qu'elles soient au bon stade de maturité, tu vois. Il faut Mmh. qu'elles aient envie, mais aussi que ce soit le bon moment pour elles. Mais ça m'arrive quand même régulièrement de refuser parce que c'est pas le bon moment et je leur dis voilà, d'abord contactez un tel, travaillez là-dessus et on se recontacte dans un an ou deux et ça sera sans doute un meilleur moment pour vous. OK, hyper clair. Donc, elle peut déjà, aller, identifier quelques éléments de sa boîte, donc le turnover, par Ouais. exemple. Ouais, ça, je pense que c'est un poumon, incroyable, Mm, pour mm. voir, si, ce qui se passe. Mais, quelle est l'histoire qu'elle peut raconter aussi, l'entreprise? Je pense que aussi, chaque, individu, on aime connecter avec les histoires, des marques et donc, c'est quoi un peu le terreau fertile qu'elle pourrait mettre en place justement pour raconter la bonne histoire? Bah, la question c'est, tu vois, est-ce qu'il y a une seule histoire ou est-ce qu'il y Ouais. a plusieurs histoires par persona? Et la dimension inbound et surtout l'employé advocacy, elle part de là, de se dire ok, on a notre marque employeur, on a notre EVP, ce qu'on appelle en marque employeur, donc en gros ta proposition unique qui va te différencier d'autres concurrents. Donc tout ça, c'est global. Et c'est effectivement ton histoire, c'est ta raison d'être, ce que tu as envie d'être et là où tu as envie d'aller en tant qu'entreprise. Mmh. Néanmoins, selon ton métier, selon ton contexte perso, tu vas peut-être pas chercher la même chose pour la même durée non plus dans cette entreprise. D'où l'intérêt de l'employé advocacy parce que effectivement chaque collaborateur qui va prendre la parole, en tout cas ça c'est à l'entreprise de s'en assurer, elle va s'adresser à un ou plusieurs personas qui vont encore plus que dans l'entreprise se reconnaître dans le parcours ou être inspirés, tu vois, par tel collaborateur parce qu'ils sont même à la même étape de vie, parce qu'ils ont fait la même école ou parce qu'ils ont Mmh. la même vocation. Hyper clair. OK, ça marche. Hem, J'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de la culture d'entreprise, tu Mhm. vois? Selon toi, la culture, est-ce que c'est vraiment un sujet sur lequel les boîtes, elles doivent, réfléchir? Elles doivent,
communiquer. C'est quoi ta vision de la culture de boîte? Les startups, c'est très important, etc. D'autres, ils le font, mais ils savent pas concrètement ce que ça veut dire et comment ça se matérialise. Et qu'est-ce que tu pourrais nous apporter là-dessus? Alors, et c'est une vaste question, tu vois, moi, j'ai pas une réponse à apporter. Ce qui est sûr, comme la marque employeur, puisque la marque employeur, c'est quand même enfin, ça découle aussi de la culture. Je pense que rien ne sert de se dire, on va travailler notre culture, tu vois. Enfin, ça doit forcément émaner de ce qui est déjà présent dans l'entreprise. Donc, pour moi, vraiment, le facteur clé de succès, c'est vraiment t'interroger toi en tant que fondateur, tes équipes dirigeantes, mais aussi prendre le pouls des collaborateurs, vraiment, de ce qu'on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce que l'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on doit être dans 10 ans, pas du tout. Et puis, il faut s'adapter au marché. Donc, il faut aussi avoir une vision claire de là où tu as envie d'aller. Et forcément, la culture, ça doit être un mix des deux. Mais je vois quand même beaucoup d'entreprises. Il y a des services, d'ailleurs, qui le proposent, qui font te poser, tu vois, ton comité de direction à un instant T de qui on est. Pour moi, c'est occulter une partie importante, effectivement, de ce qui se passe dans l'entreprise. Et sans doute, tu vois, ce qui nous amène aussi vers une dissonance entre ce que l'on est vraiment aujourd'hui, ce que vivent nos collaborateurs, et ce que l'on a envie d'être et l'image qu'on a envie de renvoyer. Donc, franchement, j'ai pas d'avis ferme sur la C'est hyper question. intéressant là ce que tu dis. Il y a l'image que l'on a envie de renvoyer et ce que l'on est vraiment. Et c'est là où en fait il y a un risque quand on fait, quand on se pose sur la culture, c'est de se dire c'est quoi notre culture? Mais la vraie ou alors celle qu'on veut montrer? Ouais. Ok, je vois bien l'idée. D'ailleurs, c'est souvent les doléances, tu vois, des candidats. Ils disent ouais, ils écrivent excellence, ils écrivent bienveillance. Et en fait, c'est écrit sur les murs, mais en fait, dans la vraie vie, ça se matérialise pas. Ok, je vois bien. Je pense que je sais pas si. Je réfléchis comme ça à haute voix, hein, mais je me dis que si dans ta boîte, tu as du turnover, est-ce qu'une entreprise, elle aurait tout intérêt à le dire et l'afficher, mais qu'elle dise en fait, on a pris conscience. Ça, c'est pas ouf. Et voilà ce qu'on va mettre en place sur les X prochains mois pour y arriver. Et du coup, on a besoin aussi de talents qui vont nous aider à atteindre cet objectif, non pas de 10% de turnover, mais de 4, parce qu'on aura fait ça, 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 ça. Clairement. Franchement, moi, je pense que la transparence, elle est indispensable. Bon, déjà parce que effectivement, tu collabores dans les meilleures conditions, mais surtout, elle est recherchée par les candidats. Et il faut bien partir d'un principe, c'est que de toute façon, si tu le dis pas, ils le sauront. Et aujourd'hui, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans ton entreprise, mais toutes les entreprises que j'interroge sur le sujet, elles me disent que les candidats contactent des collaborateurs via LinkedIn, les réseaux, avant même, tu vois, de postuler. Et sans que l'entreprise les ait mis en relation, tu vois. Ils vont aller chercher par eux-mêmes l'info officielle. Donc, dans tous les cas, ils vont le savoir. Et surtout, d'ailleurs, c'est comme en marketing, tu ne veux pas plaire à tout le monde. Et moi, j'adore les entreprises qui sont assez clivantes là-dessus. J'ai un de mes clients qui ne propose pas de télétravail. Et justement, ils ont mis en place une politique de vie d'entreprise, mais vraiment, c'est très poussé. Les fondateurs, c'est des extravertis, ils adorent le contact humain, le contact présentiel, et ils savent clairement que c'est niché. La plupart des gens veulent la flexibilité du télétravail. Mais eux, ils vont volontairement communiquer là-dessus. Ils ont mis en place la bonne culture pour attirer des personnes à qui ça convient. Et tu vois, ils sont clivants là-dessus. Ou tu as un Décathlon qui va dans ses communications dire en gros, si t'es pas sportif, ça sert à rien de postuler chez nous. Tu vas t'ennuyer. Ou si ils communiquent, tu vois, sur les raisons de travailler le week-end et d'avoir un jour off dans la semaine. Parce qu'en fait, ça te sert à quoi d'attirer des personnes, de nombreuses personnes en début de process, si au fil du process, tu les écartes parce qu'il y a des fondamentaux qui sont pas là. Donc, pour moi, la transparence est indispensable et surtout, il faut toujours garder en tête, on le voit beaucoup avec les salaires, que si t'es pas transparent, par défaut, le candidat, il va se dire que c'est que t'es out là-dessus, tu vois. Et les offres où il n'y a pas de tranche de salaire, souvent, les candidats ne postulent pas en se disant, dans tous les cas, s'ils le montrent pas, c'est qu'ils sont en dessous du marché. Sinon, ils auraient pas honte de le montrer, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, il y a une directive européenne là, qui va rendre obligatoire justement l'affichage de la fourchette de rémunération sur les annonces. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est franc-jeu, quoi, direct. Exactement. Hyper clair. Du coup, c'est vrai, l'histoire que tu racontes sur cette boîte qui fait pas de télétravail et qui l'assume, je trouve ça ouf parce que les gens qui n'aiment pas le télétravail, du coup, en fait, ils vont se reconnaître à l'intérieur. Et donc, tu vas connecter avec le cœur. Et il peut répondre à mon besoin intrinsèque, en fait, de motivation. Ils recherchent quoi dans notre époque actuelle, les candidats et les gens? Quand tu écoutes les anciens, ils disent « Ah, c'est plus la même chose, etc. » Je crois que j'avais vu une étude ou un truc à l'époque qui disait, je crois il y a 2000 ans,
les anciens disaient que les jeunes, ils étaient plus comme avant aussi, quoi. Tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Franchement, toute génération, enfin forcément, tu vois, c'est la loi de l'évolution. Toute nouvelle génération est un peu différente, en tout cas, a appris des erreurs ou, en tout cas, une génération passée a influencé la génération nouvelle. Donc, il y a des différences. Et effectivement, bon, ça, c'est des critères plutôt comportementaux qui font que tu le remarques. Et moi, j'arrive à un âge où même moi, je le vois sur mes petits-neveux, etc. Je me dis, mais oh là là, enfin, c'est fou, c'est plus du tout la même génération. Alors que, bon, dans les faits, on s'est toujours dit ça. Les attentes, en tout cas, des candidats, elles évoluent selon les cycles. Et c'est vrai qu'on est quand même passé là, ces 5 dernières années dans, tu vois, différents cycles. Notamment, le Covid, le confinement avait vraiment recentré les priorités sur le bien-être, sur l'équilibre vie privée, vie pro. Il y avait eu un nouvel ordre des priorités dans la vie de chacun. Et donc, la rémunération était temporairement passée en deuxième position. Donc, certains talents, et la majorité a priori, étaient prêts, tu vois, à accepter des conditions de travail plus flexibles, des entreprises aux politiques de bien-être plus développées contre un salaire un peu inférieur. Et après, bon, il y a eu plein de facteurs macro qui ont quand même remis la rémunération en numéro 1. Et si tu regardes quand même sur les 40 dernières années, la rémunération, elle est quand même toujours en pole position. Mais c'est vrai que cette recherche de flexibilité, des bonnes conditions de travail adaptées, voilà, ça pèse beaucoup dans la balance. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs quand tu étudies un petit peu plus les générations et leurs attentes, tu vois toujours que c'est cyclique en fait. Et effectivement, quand on parlait tout à l'heure de la sécurité du CDI, tu as eu une période où c'était vraiment le plus important et tu faisais carrière dans une entreprise. Ensuite, tu t'es rendu compte que finalement, le CDI n'était pas égal à la sécurité, mais par contre, ce qui était important, c'était peut-être des éléments matériels, tu vois, la voiture de fonction, le poste, etc. Puis après, il y a eu une génération, effectivement, qui, ça, l'a un peu mis de côté et était plus individualiste sur sa carrière. Et puis aujourd'hui, on arrive sur une génération, effectivement, qui déjà place plus forcément aussi le travail en number one dans leur priorité de vie. Donc, hyper intéressant de s'y pencher. Et après, encore une fois, étude du persona, parce que entre adresser un jeune diplômé alternant qui sort d'études, VS, peut-être effectivement quelqu'un qui se trouve dans la tranche de vie enfant, en bas âge, etc., leurs priorités du moment sont très différentes et du coup, ce que vous pouvez leur proposer aussi potentiellement. Ouais, alors là, c'est masterclass, Charlène, parce que, tu vois, on est vraiment, on va aller répondre aux besoins de la personne. Et si l'entreprise se positionne comme un apporteur de solutions, pour ses clients, elle répond à leurs besoins parce que j'ai besoin d'un téléphone très stylé, je sais pas quoi, ou peu importe, je lui donne. Mais si je fais la même chose avec mon équipe, du coup, ça va être extrêmement puissant en fait. Exact. Parce que du coup, si tu nourris la personne, après, il y en a, tu vas les nourrir, ils vont se la raconter un peu, excuse-moi du terme, mais donc ils vont abuser aussi. Je pense qu'eux, ils ont rien à faire dans le scope de l'entreprise. Mais si tu donnes la bonne chose à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, du coup, tu crées vraiment de la comment dire, de la synergie dans les équipes, etc. Tu vois. Ok. Donc il y a un vrai sujet. C'est pas déposer une offre d'emploi et attendre que ça se passe, quoi. D'ailleurs, ça marche pas en fait. Ça. Ouais. Et tu te rends compte aussi que les avantages que tu vas proposer, typiquement, il y en a qui tombent, comme tu le dis, dans la normalité, typiquement les frais de transport ou des choses comme ça. Au début, il y avait que peu d'entreprises qui le proposaient. Après, il y a une partie qui est devenue légale et puis tout le monde l'a fait. Donc, c'était plus forcément avec plus-value. Et tu te rends compte aussi qu'il y a des avantages qui sont très importants pour certains collaborateurs et d'autres beaucoup moins. Donc ça, encore une fois, c'est la connaissance du personnel. Il y a des entreprises qui le font très bien, qui, tu vois, sur des alternants vont proposer une aide à la recherche de logement ou carrément un logement. Et ça, quand tu as plein d'offres d'alternance, on le sait très bien, une de tes priorités number one, c'est d'être logé, d'avoir un bon équilibre financier. A contrario, effectivement, tu as des boîtes qui vont plutôt proposer de l'aide aux devoirs des enfants ou des crèches. Ça aussi, c'est assez courant. J'ai vu plusieurs entreprises, souvent plutôt des entreprises financières qui proposaient
une aide à l'indépendance financière, entre des guillemets, en tout cas à l'éducation financière des collaborateurs, parce qu'ils avaient compris qu'en fait c'était un de leurs besoins et que si certains finissaient par partir pour entreprendre ou avoir un side business parce qu'ils préparaient, tu vois, la suite et tout ça. Donc je trouve ça vraiment hyper intéressant de se dire, ok, il n'y a pas un modèle universel. On l'a dit, ça dépend de qui on est, de qui on a envie de séduire et de là où on a envie d'aller. Et à partir de là, c'est ça qui te permet de, tu vois, d'avoir la recette miracle. Masterclass. Donc, alors, j'ai tous ces experts comptables et ces dirigeants de cabinet qui me viennent en tête à l'instant T, qui disent ouais, mais nous, on a fait comme ça avant, c'était comme ça à l'époque. Du coup, en fait, ça, malheureusement, ce discours, il peut pas fonctionner. Parce que le monde, il a changé. Bah, il y a le Covid qui est passé aussi. Et la génération actuelle, c'est pas la génération d'avant. Donc, si on regarde en arrière, on peut peut-être en tirer des enseignements, mais c'est plus que les gens, ils ont besoin. Et donc, il faut se poser, il faut se taire, il faut écouter et analyser, en fait, ce que les gens, ils ont besoin. Ok, hyper... Bon, masterclass, hein, trop bien, Charlène. Ok. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aussi à des candidats ou à des personnes à l'écoute du marché pour se former un avis sur la marque employeur des entreprises, un espèce d'avis général, Ouais. tu vois, pour se dire, ah bah tiens, c'est peut-être ici que je dois regarder, c'est peut-être ça que je dois regarder, pour aussi, moi, soit me rassurer ou pas, ou en tout cas me dire, cette boîte, elle est peut-être pour moi. Ouais. Bah, je le disais tout à l'heure et beaucoup de candidats s'en privent pas. Franchement, contacter les collaborateurs, hein. Ok, ouais. Aujourd'hui, c'est très simple. Tu vas sur la page LinkedIn d'une entreprise, tu as en haut à droite le nombre d'employés, tu cliques dessus, tu as accès à tous les employés qui sont dans l'entreprise actuellement. Tu regardes qui fait ton métier ou, je sais pas, est sur la zone géographique concernée et tu essayes de le contacter. Ça, je trouve que franchement, c'est le meilleur indicateur que tu peux avoir. Il y a des entreprises qui l'ont très bien compris d'ailleurs et qui mettent en place, tu sais, des chats de communication avec les collaborateurs. Donc ça, c'est la next tape. Et aussi aller consommer, bon, évidemment, les contenus de la page entreprise, mais surtout, encore une fois, par la même démarche, tu as accès à tous les collaborateurs. Allez voir les profils LinkedIn des collaborateurs, regardez ce qu'ils publient. Et forcément, si tu vois que la majorité d'entre eux publient des moments de convivialité dans l'équipe, tu peux te dire, ok, on va pas mentir, a priori, tout le monde s'entend bien, ils se fêtent les anniversaires, ils passent de bons moments, ils vont courir ensemble, etc. À contrario, si tu vois que tout le monde est dans la boîte depuis moins d'un an, alors qu'il n'était pas en croissance, Ouais. et qu'il y a eu un fort turnover, que personne ne dit rien, bah, c'est peut-être que c'est une politique aussi assez confidentielle. Est-ce que ça te correspond ou pas? Donc, effectivement, moi, je les encourage à aller chercher des infos authentiques. Il y a les sites d'avis qui existent. Bon, c'est tout, c'est comme les avis business. Il y a des politiques d'achat, d'avis, etc. Tout Ouais. n'est pas forcément voilà, authentique. Donc, ça existe. Donc, vous pouvez aller y faire un tour. Mais effectivement, moi, je dirais vraiment sur l'authenticité d'aller parler avec des collaborateurs qui sont actuellement dans l'entreprise ou alors des ex-collaborateurs aussi de l'entreprise. Hyper intéressant. Tu vois, sur Counter, on a déployé la sélection des cabinets. Et puis, bah, justement, dans un des critères, on écoute aussi beaucoup la recommandation off Ouais. des collaborateurs, justement pour formuler un avis. Parce que il y a certaines personnes qui disent, en fait, ils savent pas communiquer sur Internet. Et ils savent pas faire leur propre marketing. Par contre, en off, les collabs, ils racontent des belles choses aussi sur le cabinet ou sur l'entreprise, peu importe que ce soit un cabinet ou autre chose. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir deux pans. Il y a ce qui est visible, ce qui est invisible, et ce qui est invisible, si on demande à ceux qui le vivent, du coup, c'est extrêmement puissant. Ok, hyper clair, hyper clair. Surtout en tout cas, je sais pas, dans les secteurs pénurie, comme dans la tech, le commerce, tous les secteurs en fait là où on a besoin de personnes. Ok, ça marche. Alors, dans l'étude qu'on avait fait nous à l'époque, l'étude de nos personas, on s'est rendu compte que les candidats se plaignaient aussi beaucoup des process de recrutement qu'ils vivaient. Soit c'est nul, soit c'est trop long. C'est quoi, selon toi, le bon équilibre ou, je sais pas, une espèce de trame de process de recrutement qui pourrait être à peu près répliquée par tout le monde? Ça va quand même dépendre de ton volume de recrutement, tu vois, et de comment tu es staffé, évidemment. Mais ce qui est certain, là aussi, même si ça marchait il y a 20 ans, on ne peut plus appliquer les mêmes méthodes. Que du présentiel, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, tu vas te limiter à des talents qui sont proches de toi, déjà. Donc, ne pas avoir peur d'avoir au moins une étape à distance via une visio, par exemple. Inclure les collaborateurs dans le process de recrutement. Ça, c'est franchement
une étape qui est jamais subie comme une étape en plus par les candidats. Donc, si vous voulez avoir et que vous avez déjà, je sais pas moi, 3 entretiens dans votre process de recrutement, ça peut être un peu lourd. Néanmoins, si un de ces entretiens, c'est des collaborateurs, donc des pairs de la personne avec qui il va échanger davantage qu'un entretien, d'ailleurs, c'est plutôt un échange. D'ailleurs, on retombe sur le conseil que je donnais précédemment. Il va avoir des pairs qui vont lui utiliser le même vocabulaire, qui ont les mêmes préoccupations, et ça peut vraiment vous aider à filtrer, en fait. Donc, ça, pour le coup, c'est limite une étape que je rendrais indispensable dans le process. Évidemment, un œil RH et un œil opérationnel, ça me semble indispensable aussi. D'ailleurs, encore une fois, dans pas mal de tes podcasts, vous l'abordez, mais la détection des soft skills, enfin des compétences comportementales, des traits de personnalité et la détection des compétences techniques, elles sont indispensables. Et il faut les deux. On a beau se dire, on recrute que sur CV ou que sur personnalité, le bon équilibre, c'est les deux. Et généralement, effectivement, c'est plutôt les fonctions RH dédiées à la détection des compétences comportementales et les opérationnels sur la technique. Donc, alliez les deux, oui. Si vous n'avez pas d'RH, outillez-vous sur la détection justement des compétences comportementales. Il y a des très bons outils, il y a des très bons cabinets qui bossent dessus. Et effectivement, inclure les équipes. Et surtout, le seul conseil que je donnerais, là aussi, c'est adapter à notre réalité, c'est donner des nouvelles. En soi, effectivement, les candidats, ils veulent des processus rapides. Je crois que le délai idéal de recrutement, ça doit être 10 jours selon les candidats. On sait que dans nos réalités internes, c'est pas toujours possible. Néanmoins, si tu communiques, si tu avais dit, je vous recontacte dans 2 jours et qu'en fait, t'as pas la réponse, appelle-le, envoie-lui un SMS et dis-lui, pour telle raison, ça va être reporté de 3 jours. T'es jamais très content, mais au moins, t'es informé. Et l'exemple que je donne toujours, c'est aujourd'hui, on est tous habitués, quand on commande un livre, une pizza, peu importe, sur Internet, on sait étape par étape, minute par minute, où se trouve notre colis. On est habitué à avoir, toutes ces informations. Et c'est mentalement pas possible de considérer que ta candidature, pendant 2 semaines, tu ne sais pas où elle en est. On n'est plus habitué à ça, et ça a changé, c'est bien, c'est mal, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est comme ça, et il faut s'adapter à ça. Donc, communiquer un max sur toutes les étapes, ça me semble vraiment indispensable pour un bon process. Donc, ça veut dire que, hyper vertueux, ça veut dire que dans le process, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y aurait un rendez-vous RH, un rendez-vous opérationnel et après un rendez-vous culture ou un rendez-vous team, équipe. Donc, ça ferait 3 échanges qui pourraient se faire sur une période, je sais pas moi, de 5 jours, 10 jours, 20 jours, en fonction du délai qui est communiqué aussi aux candidats. Ok, hyper intéressant. Et comment on peut faire justement pour que ces entretiens ne soient pas redondants par rapport à l'entretien d'avant? Parce que je pense que pour un candidat qui va raconter la même chose, ça va être super chiant, quoi. Présente-toi, raconte-moi qui t'es. Et du coup, je pense qu'il faut aussi parler dans une chanson ou dans une partition qui va jouer je sais pas, une musique différente, quoi. Je sais pas comment le dire. Complètement. Selon moi, il y a 2 éléments. En amont, c'est la structuration. Et d'ailleurs, ça, forcément, tout recruteur conseillera toujours de structurer les entretiens. C'est-à-dire, t'as pas forcément toute ta trame de questions, parce que le but, justement, des questions ouvertes, c'est de rebondir sur ce que vient de dire le candidat. Néanmoins, de s'être délimité les thématiques sur lesquelles chaque interlocuteur va aller creuser, et donc les questions qui vont être posées. Et aussi communiquer entre les étapes d'entretien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable quand tu arrives en entretien numéro 3 et de te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas eu de communication sur tout ce que tu avais raconté. Et effectivement, là, tu sens l'approche beaucoup moins personnalisée. Donc aussi, communiquer entre les étapes, ça ne veut pas dire donner son avis, influencer le prochain interlocuteur, mais en tout cas, donner les éléments suffisants pour qu'il n'ait pas besoin de revenir là-dessus, et surtout, pas perdre de temps sur des choses qui ont déjà été abordées. Nous, on a fait un truc en interne, c'est qu'on enregistre alors, on demande l'accord aussi de chaque candidat pour que eux-mêmes, ils puissent revoir leur entretien. Comme ça, c'est fair, c'est dans les 2 sens. Et puis nous aussi, en interne, ça nous permet, sans avoir aucun jugement, juste d'analyser la situation telle qu'elle est et de voir comment se comporte le candidat, la manière dans laquelle il répond. Et puis après, de lui poser des questions aussi, qui soit vont venir creuser un élément, donc aller un peu plus loin par rapport à ce que lui, il a apporté comme élément de réponse, ou alors ne pas raconter 2 fois la même chose, quoi. Complètement. Et c'est vrai qu'à froid, souvent, même en revisionnant, tu te dis, en fait, j'aurais peut-être dû poser cette question, etc. Et ça te permet d'aller plus loin. Et vous utilisez Désolée, je te pose une question. Vous utilisez un outil, justement, de retranscription et d'analyse Exactement. Donc, alors, il te fait le récap total en écrit. Et puis, il te fait, après, tu as la visio en tout. Et donc, nous, en interne et le candidat,
ont accès à cette ressource et comme ça, c'est super fair. Et pour nous, c'est aussi important de se dire, tiens, ici j'ai eu un doute. Toi, étape d'après, est-ce que tu peux creuser ce doute parce que j'ai pas réussi à le lever ou en tout cas j'ai pas eu le temps et du coup ça permet d'essayer. Enfin, on leur donne une expérience de recrutement qui est. Ils le disent, hein, franchement, ils disent c'est long, mais en fait chaque élément apporte quelque chose de très différent, ce qui fait que on essaye d'apporter aux candidats une projection sur le poste qui est toujours différente. Alors, à la fois le niveau, nous on rajoute aussi à l'intérieur un cas pratique à réaliser et du coup. Ouais, mais c'est super, super important. Moi, j'ai trop aimé cette partie enregistrement. Je trouvais que c'était hyper cool. Et du coup, quand tu re-regardes, après, tu le vois différemment, tu vois. Ouais, et je suis assez impressionnée, moi, sur les outils. Alors, je ne fais pas forcément de recrutement dans mes activités, mais je les utilise pour mes rendez-vous clients découvertes. Et sur l'analyse aussi, tu vois, de ces outils, au-delà de la retranscription, du récap qu'ils peuvent te faire, parfois, ils détectent, je trouve, hein, tu vois, des points que tu n'avais pas forcément soulevés naturellement. Donc, l'IA nous aide bien quand même ouais, carrément, dans ces moments-là. Ok, ça marche. Cette partie-là. Après, si on passait du côté un peu candidat, tu vois, si on pourrait aussi donner quelques exemples ou quelques conseils pour qu'ils puissent aussi bien réussir leurs entretiens, qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer comme astuce, comme masterclass, quoi, tu vois. Il est bateau celui-ci, mais vraiment préparer l'entretien. Comme je disais, aller chercher des infos authentiques sur l'entreprise, mais quand même aussi des infos officielles sur l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déploré par les recruteurs aujourd'hui. Le fait que les personnes arrivent en entretien, ils n'y connaissent, tu vois, ils connaissent pas forcément l'entreprise. Aussi, tu vois, de la jouer authentique, et c'est pas forcément évident. Mais finalement, comme on l'a dit pour l'entreprise, si on montre un visage différent de nous pendant le process de recrutement, il y a de fortes chances qu'on ait une désillusion. Parce que peut-être que l'entreprise aussi a perçu quelque chose en nous qu'il ne va pas retrouver. Donc, c'est évidemment difficile, et selon là où à quel point notre recherche est complexe, on peut avoir tendance à vouloir montrer un visage très positif, mais pourtant, j'ai envie de dire, tu vois, l'authenticité, là aussi, ça paye, ça te permet de trouver la bonne entreprise. Je crois que j'ai vu une étude américaine qui parlait de la vulnérabilité. Et en fait, la vulnérabilité crée la confiance, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et du coup, c'est ça qui est c'est assez incroyable. D'ailleurs, toi, tu postes sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as raconté des histoires qui étaient difficiles ou des trucs qui ne sont pas toujours marrants, rigolos. Du coup, en fait, tu racontes la vraie vie des humains, quoi. Ouais. Et donc, tu crées plus d'attachement ou quelque chose qui est plus concret, quoi. Et donc, je trouve que ça crée plus de confiance que l'inverse. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Même d'ailleurs en management, c'est pas toujours intuitif. Tu vois, dans la posture du manager, généralement, on a du mal à accepter la vulnérabilité. Et pourtant, là aussi, tu vois, les études le montrent. Du coup, je pense que c'est ça je pense que c'est plus là-dessus que j'ai vu. Ouais, tu as complètement raison. Ok. Mais donc voilà, pendant les conseils entretien, je pense que déjà là, nos candidats, ils ont pas mal, en fait, tu vois, avoir préparé et ne pas arriver là comme un cheveu sur la soupe et être toi-même, c'est franchement les meilleurs conseils que je peux leur donner. Hein. C'est aussi simple que ça, parce que effectivement, si on te prend pour la personne que tu es à l'instant T, c'est qu'on t'a pris que pour les bonnes raisons. Exactement. Du coup, si t'as terni un peu cette image-là, du coup, en fait, ça va pas être rigolo, quoi. Parce que le job... c'est le chemin qu'il faut apprécier, quoi. Faut que quand tu te lèves le matin, genre ça te fait plaisir et que t'as pas vendu un faux truc. T'as fait alors j'allais dire une grosse carrière. T'as fait quand même beaucoup de recrutement. T'as baigné dans cet environnement. C'est quoi les pires stories que t'as pu voir? Effectivement, je les ai jamais comptés, mais bon, je pense j'ai largement dépassé les 500 recrutements, donc tu vois de tout. Justement, pour rebondir sur ce qu'on disait, les pires stories, c'est les désillusions. Et en tant que recruteur, et quelque chose qui arrive de plus en plus malheureusement, c'est vraiment le ghosting candidat, mais ghosting aussi collaborateur. Enfin, ça nous est arrivé plusieurs fois dans mes équipes que le jour où tu attends ton collaborateur, il a signé son CDI, il se présente pas, quoi. Et les études, elles sont assez dramatiques sur le sujet, ça arrive régulièrement. Et là, tu te dis, au-delà du délai qui a été passé, c'est quand même justement en termes de confiance, tu vois, un truc qui a été brisé, c'est assez violent. Ouais. Et ça, en plus, pour les recruteurs, contrairement à ce que les candidats peuvent parfois imaginer,
En tant que recruteur, tu te mouilles aussi un petit peu pour ton candidat. Alors que tu sois à cabinet, c'est évident, mais même en interne, tu as été, tu vois, proposer un candidat, tu y as cru, tu l'as accompagné, tu l'as attendu. Il y a déjà un certain lien qui est créé. C'est assez violent, Ah hein, ouais, je vois. franchement, de se retrouver avec ton candidat. Bon, bah, plus de nouvelles du jour au lendemain. Moi, je suis assez empathique. À chaque fois, je me dis, oh là là, il a dû arriver un truc horrible. Et là, tu vas voir son LinkedIn et tu vois que non, il, fait, il a posté aujourd'hui. il fait sa good life. Et là, tu te dis, OK, bon, bah voilà, je me suis trompée. Donc, ça, c'est assez violent. Et puis après, effectivement, on va pas se le cacher, tout n'est pas rose, des histoires de discrimination, Ouais. etc. La posture de recruteur est souvent. Je le vois encore sur LinkedIn et j'essaye d'éveiller les consciences par rapport à ça. Mais le recruteur n'est pas décideur de tout, malheureusement. Et dans notre rôle, il y a effectivement la partie éducation des managers, des décisionnaires sur les recrutements. Mais parfois, tu vois, il y a des situations que tu aurais préféré éviter, sur lesquelles tu as alerté, mais tu n'as pas toujours le poids final. Et ça, c'est difficile à vivre. Euh, c'est quoi les conseils aussi que tu pourrais donner dans les entretiens? Tu vois, j'ai le souvenir que quand on faisait nos études qualitatives, euh, les cabinets, ils disaient: «J'ai du mal à poser des questions» ou des fois je sais pas, j'arrive pas à trop, déceler le vrai du faux et du coup c'est peut-être un peu en surface. C'est quoi aussi le système de questionnement qu'on peut apporter pour, essayer de creuser un peu plus le candidat et ce qu'il nous raconte? Bah, là, finalement, c'est comme en marketing, donc je pense que ça va te parler ce que je vais te dire et c'est vraiment un système d'entonnoir. Il faut partir du plus large, de la question la plus ouverte possible et puis aller effectivement, de plus en plus profondément dans la chose. Il y a le système des why aussi, tu sais, Ouais, où toujours, demander pourquoi, enfin, en tout cas, creuser à chaque élément. Bon, jusqu'à un moment où ça ennuie, tu m'as la envoyé 10 personne en face. pourquoi là. Exactement et aussi, ce qui est d'ailleurs pratiqué dans les tests, comportementaux, c'est de revenir plus tard sur un élément qui a été donné avant, mais avec une formulation différente, tu vois? Pour Mmh. essayer d'aller faire coïncider, les choses et puis, bah, de toute façon, ça reste de l'humain, et puis, effectivement, il y a des personnes qui sont très douées dans la manipulation, donc tu arriveras pas toujours à détecter, le vrai du faux, et donc c'est aussi pour ça que tu l'as très bien dit, mais les business case, enfin les études de cas, le regard croisé, avoir plusieurs personnes qui rencontrent, le même candidat, évidemment, ça aide quand même à déceler, la vérité. Quand il y a 3 personnes comme ça, dans le process, le RH, l'opérationnel et un des membres de l'équipe. Est-ce que les 3 doivent être convaincus pour le candidat, pour le faire rentrer dans l'entreprise? Ou alors il se peut que, bah, des fois, il y a des désaccords? C'est quoi, toi, ta lecture de ça, après, tant d'années d'expérience? Bah, alors, il y a, la théorie et Oui. il y a le concret. En théorie, et puis pendant tes études RH, hein, on te dit bien que tout le monde aura le même poids et que, comme je te le disais tout à l'heure, les compétences comportementales doivent avoir le même poids. Dans les faits, on le sait, enfin, la vision opérationnelle, le besoin à l'instant T, c'est celui qui primera toujours dans les entreprises, même si je pense que ça n'a pas que ses avantages, parce que souvent, toi, en tant que manager, tu as besoin d'une compétence spécifique aujourd'hui, tu vas te dire: «C'est bon, je l'ai sous la main, j'y vais». Alors que tu as du mal à te projeter, en tout cas, c'est pas forcément toujours dans ton intérêt de te projeter. Est-ce que cette personne, dans 1 an ou dans 2 ans, sera toujours la personne qu'il nous fallait? Donc Mmh. c'est pas toujours bénéfique, mais dans les faits, disons-le, c'est souvent comme ça que ça se passe. Dans un monde idéal, je pense qu'il faudrait un juste équilibre, mais qui là aussi va dépendre, encore une fois, de ton besoin aujourd'hui. Et effectivement, si tu sais que de toute façon, c'est un poste qui est amené à évoluer, que c'est une population qui reste 1 an et demi dans l'entreprise, bah, peut-être que le culture fit ou certaines compétences comportementales, en effet, auront moins de poids. Mais il faut être assez au clair là-dessus. OK, d'accord. OK, je vois bien. Il faut vraiment, définir aussi la règle du jeu, comment on va c'est hyper important. OK, je vois bien l'idée. Hem, nous, en interne, on a fait justement, ce sujet où on s'est dit, «Écoute, s'il y en a un qui a un doute, hem, laisse tomber, quoi», tu Ouais. vois? Ou alors, s'il y en a un, il a cette forte conviction en disant: «Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu chez lui», Ouais. mais du coup, est-ce que là, pour le coup, est-ce qu'il faut avoir envie de se battre pour ce candidat? Voilà, ça dépend aussi, ton intuition personnelle. Ouais. Je pense que ce qui est vraiment important en recrutement et ce qui est difficile à faire, c'est d'objectiver, tu vois, tes ressentis. Et moi, j'ai été amenée, notamment quand j'étais responsable des équipes recrutement en banque, à passer d'une période où on recrutait que
enfin, j'exagère en disant que, mais en tout cas majoritairement sur diplôme, à une période où franchement, j'ai mis notre direction face au fait que une personne qui a un bac+5 en finance a pas envie d'être conseiller bancaire, ou c'est rare. Donc effectivement, on a fait sauter ce critère-là, d'abord un bac+3 et après sans critère. Sauf que pour aller effectivement expliquer que le candidat qui n'a jamais exercé en banque, qui n'a aucun diplôme en banque, c'est la personne qu'il lui faut. Effectivement, tu as quand même un petit chemin. Et le fait d'outiller, tu vois, la démarche, donc avec effectivement des business cases, mais avec aussi des outils de détection de compétences qui sont transférables au métier, ça, c'est un atout vraiment clé, tu vois. Donc, ne pas hésiter à objectiver tout ça. C'est en ça aussi que les entretiens structurés te permettent de te dire, OK, j'ai posé exactement la même question aux 3 candidats et objectivement, au-delà de mes ressentis, tu vois, voilà ce qu'il en est ressorti. Ok, hyper clair. Est-ce que tu aurais un cas d'usage, tu vois, d'une entreprise que tu aurais formée pour qu'on puisse aussi se projeter quand quelqu'un y rentre par, par, euh, par ton académie, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et puis, comme ça, on peut avoir une espèce de rétrospective, Ouais. l'état actuel et, je sais pas moi, X mois après, qu'est-ce qui s'est passé? OK, je vais te donner du coup 2 clients historiques, pour qu'on ait aussi le recul. Sur la partie formation, j'ai, un cas d'école et j'y pensais, tout à l'heure, dans tes précédentes questions. C'est pour ça que c'est lui qui me vient en 1er à l'esprit. Donc c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques qui recrute des techs. Je pense que, voilà, tes auditeurs, connaîtront, comprendront les problématiques de recrutement de profils tech, en Carrément. plus souvent en régie, placés chez les clients. Et en fait, les 2 fondateurs sont eux-mêmes originaires d'ESN, où ils étaient recruteurs, et ils se sont dit: «On va créer l'entreprise à la culture RH totalement opposée à toutes les ESN qu'on a connues». Et tu te retrouves avec un truc, c'est assez fou. Très tôt, ils sont allés sur la transparence des salaires. Ils permettent à leurs collaborateurs d'entreprendre à côté, donc d'avoir des side business. Ils ont une politique égalité homme-femme assez incroyable, ou même d'ailleurs, les maris des collaboratrices bénéficient d'une compensation de rémunération pendant la grossesse, etc. Enfin, ils sont allés très Trop très bien. loin Trop dans, bien. tu vois, tout ce qui pouvait être décrié, en tout cas tout ce qu'ils ont perçu de problématiques. Et en fait, je les ai écoutés. D'ailleurs, j'ai écouté un des fondateurs dans le podcast. Et d'ailleurs, tu vois, c'est arrivé par inbound et je l'ai félicité pour cet épisode qui m'avait un peu impressionné. Et il m'a dit, tu vois, on a fait tout ça, mais en fait, on communique pas assez. Donc en fait, j'ai envie de prendre ta formation. Alors que je l'avais pas du tout contacté pour ça. Et donc, je les ai formés. Et eux, 100% de leur recrutement se font par inbound. Ils n'ont pas de recruteurs, ils n'ont pas d'offre d'emploi, ils n'ont que du coup des candidatures spontanées grâce à leur contenu et de la cooptation. Donc, cas d'école assez incroyable. Ils avaient le terreau là plus que fertile, hein, tu vois, ils avaient une politique RH incroyable. Généralement, nos clients, ils arrivent à un équilibre de 40% à 60% d'inbound. Eux, c'est 100%. Donc, c'est un peu un ovni. Je dis toujours à mes clients, ça ne sera pas forcément comme pour Shodo, du coup, pour les citer. Donc ça, c'était sur le premier cas d'école. Donc, c'était il y a 2 ans. Et sur notre autre produit, du coup, sur la partie employé advocacy, donc c'est une banque dans la région Île-de-France, la Caisse d'épargne Île-de-France, qui a fait appel à nous, donc il y a 2 ans et demi, au tout début de Talent Catcher, pour créer une communauté d'ambassadeurs. Et là où j'aime bien reprendre leur historique, donc on travaille toujours ensemble au bout de 2 ans et demi. D'abord, on avait 20 collaborateurs qui prenaient la parole. Ensuite, on en a eu 60. Cette année, on en a 150. Ah, trop ouf. Ça leur a permis d'augmenter leur recrutement de 50% et leur candidature de 60%. Incroyable. Donc, tu vois, c'est des datas qui sont assez parlantes. Ok. Et du coup, comment l'entreprise elle peut justement convaincre ses ambassadeurs de pouvoir prendre la parole? Parce que aussi, tu te mouilles et puis tu dois aussi communiquer sur des réseaux sociaux et tu dis, peut-être dans un monde pro, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Il faut vraiment que tout repose sur une démarche de bénévolat, de volontariat. Tu vois, il faut avoir envie de le faire. Souvent, c'est en plus de ton temps de travail. Quoi qu'il en soit, nous, on leur permet de le faire sur leur temps de travail, mais on le sait tous. Généralement, tu as ton inspiration sous la douche, dans la Ouais, c'est voiture. clair. Voilà, tu canalises pas forcément quand l'inspiration vient. Donc, effectivement, reposer sur du volontariat et aussi faire en sorte que ce soit donnant-donnant.
Tu vois, les entreprises Mmh. qui font appel à nous sur ce sujet-là, eh bien, ils dédient quand même un budget pour former les ambassadeurs. Donc, c'est-à-dire que toi, en tant qu'ambassadeur, tu le fais parce que tu as envie, tu es fier de travailler dans cette entreprise et tu as envie de communiquer dessus. Néanmoins, tu sais très bien que tu travailles aussi ton personal branding. Que ce soit d'ailleurs en interne, parce que si tu travailles dans une grande entreprise, bah, effectivement, tes N plus 46 ont plus de chances de te repérer parce que tu publies bien sur les réseaux sociaux que si tu étais dans la discrétion, et puis aussi pour ta carrière future. Et d'ailleurs, on a des taux d'évolution interne dans les entreprises que l'on accompagne sur l'employé advocacy qui sont incroyables parce que, bon, déjà, tu as un biais, les personnes qui sont volontaires généralement sont impliquées et sont peut-être, enfin, tu vois, avaient peut-être vocation à évoluer, mais en plus, elles se rendent visibles, elles développent de nouvelles compétences de faire savoir qui sont Mmh. hyper importantes, on le sait aussi, pour évoluer en entreprise. Et elles vont continuer aussi de développer leur sentiment d'appartenance. On a un turnover qui est vraiment ridicule dans les communautés d'ambassadeurs que l'on accompagne. Donc effectivement, mettre les moyens, en tout cas, donner des contreparties, pas financières, hein, mais plutôt de valorisation, de reconnaissance de tes ambassadeurs, c'est aussi un très bon conseil pour faire en sorte que ça perdure dans le temps. Masterclass. OK, je vois exactement, tu vois, j'ai un cas d'usage là, je pense. J'ai un cas où, j'ai vu une boîte la dernière fois, un grand cabinet qui recrute beaucoup d'auditeurs, juniors et donc ils faisaient un réel en fait. Il y avait un réel sur leur compte, Instagram où justement, c'est un auditeur junior de la marque qui est là, qui est en train de raconter son histoire et là où j'ai trouvé que c'était incroyable et ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, l'auditeur qui est junior, qui bosse dans l'entreprise, il critique une partie du travail. Ouais, bon, ça, c'est pas ouf, tu vois? Et donc, en fait, tu as l'impression d'un espèce de vlog, mais pas hyper bien, avec une qualité de vidéo. C'est vraiment fait avec le téléphone à l'arrache, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça que c'était incroyable parce que je trouvais que là où la marque, elle était intelligente, c'est qu'elle montrait pas que le job il était super stylé, qu'il y avait Mmh. des côtés qui étaient un peu négatifs. Et donc, elle avait justement cet ambassadeur qui en parlait. Ouais. Et du coup, je trouvais que c'était très ouf, à la fois pour raconter la vraie vie, mais aussi pour donner envie de postuler, quoi. C'est, je pense, l'exemple parfait qui conclut tout ce qu'on vient de se dire, tu vois, sur aussi ne pas avoir peur de communiquer sur ce qui ne va pas, en tout cas d'être transparent et de se dire, OK, on ne veut pas attirer tout le monde, on veut attirer des personnes qui, comme du coup cet auditeur junior, eh bien, malgré ses points négatifs, se sont retrouvés dans l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que la cooptation marche si bien. Il Mmh. faut pas tu vois, avoir de, enfin, il faut être conscient du fait que quand un collaborateur parle de nous autour de, enfin, à ses proches, il va aussi parler de ce qui ne va pas. Et finalement, si la personne se dit, OK, malgré ça, moi, ça me va très bien, bah, c'est pour ça que, tu vois, les profils cooptés, ça fonctionne si bien dans les entreprises et qu'il y a moins de turnover sur ces profils-là parce que ils ont aussi conscience de ce qui n'allait pas, mais ils se sont dit, OK, moi, je suis prêt à faire avec. Et puis, évidemment, dans ce que tu dis, dans l'entreprise qui donne la parole à cet auditeur, il y a le côté authentique. Et pour que ça fonctionne, la création de contenu par tes collaborateurs, faut vraiment pas que ce soit une bibliothèque de posts où chacun vient copier-coller. Il faut que ce soit authentique et que tu leur donnes, certes, une formation pour comprendre quelles sont les bases d'un bon post pour Mmh. éviter que ça floppe, etc. Mais il faut que tu leur laisses libre cours, justement, sur leur expression et faire en sorte qu'ils se sentent pas bridés. Et ça, forcément, les lecteurs vont le sentir. Hem, Toi maintenant, avec toute l'expérience, c'est quoi, selon toi les tendances là, les RH que tu pressens peut-être, actuelles ou pour les années à venir? C'est quoi un peu le poumon, du marché que toi, tu peux, avoir? Ta Ben, lecture quoi. je pense que la tendance quand même notable sur le marché du travail, c'est la libéralisation, on va dire, du marché du travail, avec quand même l'essor des indépendants, l'accès aussi à des compétences, tu vois, qui sont justement sur des profils freelance. Mmh. Et on a vu le besoin de plus de flexibilité, notamment post-Covid, hein, de beaucoup de personnes qui se lançaient à leur compte, qui créaient une activité indépendante. Et ce que je vois depuis, alors est-ce que c'était par nécessité ou une sincère envie, je ne sais pas, mais on voit quand même que les entreprises ont de plus en plus recours maintenant justement à ce marché du travail via les indépendants. Donc ça, pour moi, c'est une tendance de fond. Je pense que son évolution
Ça va dépendre aussi de beaucoup de facteurs macroéconomiques, géopolitiques, etc. Je ne sais pas ce qu'il en sera demain, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent leur activité, de plus en plus d'entreprises qui se disent, OK, dans tous les cas, j'ai besoin de cette compétence à un instant T, elle est là, eh bien, on recrute peut-être pas forcément en CDI, mais on va sur un indépendant. Donc ça, c'est une première évolution. Et puis, comme pour tous les métiers, évidemment, l'IA, que ce soit côté, d'ailleurs, IA générative comme automation, c'est en train de transformer totalement la fonction. Et les entreprises qui l'ont compris arrivent à déléguer ou automatiser certaines tâches qui étaient très chronophages, qui leur permettent de libérer du temps de travail pour les RH pour justement créer la différence avec des RH qui sont dans la personnalisation, dans l'individualisation, dans l'écoute. Et ça fait toute la différence d'une politique RH à long terme. Donc, je pense qu'il y a un gap qui se crée déjà entre les entreprises qui ont réussi à systématiser toute la partie à faible valeur ajoutée et à se concentrer vraiment sur toute cette dimension plus humaine de la fonction. Très clair. On arrive à la fin de cet épisode, Charlène. J'aime bien poser cette question à mes invités à la fin. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose, ou une personne, ou une rencontre que tu pourrais partager à nos auditeurs, que ce soit pour le pro ou le monde perso? Sur le côté pro, je pense que je vous l'ai dit en début d'épisode, les rencontres que j'ai pu faire au cours de ma carrière ont été déterminantes dans celle que je suis aujourd'hui. Mais d'un point de vue plutôt perso, effectivement, la vie m'a appris des choses. Je dirais que c'est vraiment la résilience. C'est un terme un peu galvaudé, mais à de nombreuses reprises, tu vois, je me suis pris des portes, ou en tout cas, la vie n'a pas été très, très simple. Et à chaque fois, tu vois, à 2 ans, 3 ans après ces épreuves-là, j'en tire que du positif. Et même des épisodes les plus dramatiques, tu vois, que j'ai pu connaître, tu réalises que, et je sais pas si c'est quelque chose que tu développes ou qui est inné, mais en tout cas, avec de la résilience, et quand tu arrives à affronter ces périodes-là, eh bien, en fait, tu en ressors vraiment gagnant avec des traits de personnalité qui ont évolué. Et à chaque fois, en fait, je suis vraiment ressortie grandie. J'ai mieux affronté les autres obstacles qui se mettaient sur mon chemin. Et c'est ce qui a permis, tu vois, d'avoir une ascension. Merci infiniment, Charlène, pour cet épisode qui est juste une masterclass. J'ai même pas vu le temps passer. T'as enchaîné au maximum. En tout cas, pour tous ceux qui veulent te retrouver, suivez absolument Charlène Emery sur LinkedIn. Elle a plus de 54 000 abonnés et elle poste du contenu tous les jours. Vous pourrez aussi voir l'Académie Talent Catcher avec déjà plus de 1800 personnes formées. Merci, Charlène. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur cet épisode pour le clôturer? Écoute, merci à toi pour cet accueil, et je te renvoie l'appareil du coup sur les contenus. Comme je te dis, quand tu m'as contacté pour le podcast, j'ai commencé à suivre tout ça, et j'adore ce que tu fais. Donc, bien joué à toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le partager, vous abonner, les 5 étoiles, ça fait plaisir. Et puis, ça me permet d'aller voir aussi des invités toujours plus inspirants. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!